Bonjour à tous, aujourd'hui sur Praxis, je vais vous raconter l'une des affaires les plus hallucinantes de toute ma vie. C'est pas compliqué, du début jusqu'à la fin, il s'est passé des trucs incroyables. Déjà, parce que l'affaire en elle-même était pas banale, mais en plus parce que tout ce qui s'est passé pendant le temps de la procédure judiciaire, bah, tout simplement, c'était du jamais vu. Et en plus, cette affaire, elle m'a marqué parce que j'étais tout jeune avocat, je venais de prêter serment, donc j'étais intrépide, j'étais plein d'espoir et puis surtout, j'étais plein de confiance, dans la justice de mon pays. Bon, je me suis rapidement aperçu qu'entre la théorie et la pratique, bah, il pouvait parfois y avoir un monde d'écart, Mais peut-être que le plus hallucinant, c'est que à l'époque des faits, quand je les ai vécus, ça me paraissait déjà incroyable tout ce qui se passait. Mais quand j'y repense aujourd'hui, avec le recul que j'ai et l'expérience que j'ai accumulée, et je crois que ça me paraît encore plus délirant. Bref, j'en dis pas plus pour l'intro, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour vous présenter un peu le contexte, c'est une affaire qui concerne une grande entreprise qui est détenue par l'une des plus grandes fortunes françaises. On parle quand même d'une personne qui se classe parmi les 100 plus grandes fortunes de France. Donc on a clairement affaire à un gros poisson. Et cette entreprise va décider un jour de modifier la rémunération de ses salariés commerciaux. Alors moi, je vais être saisi par deux salariés qui vont me raconter ce qui s'est passé et qui m'expliquent qu'ils ont véritablement vécu un enfer pendant des semaines, voire même pendant des mois au sein de cette entreprise. Alors vous avez compris que s'il y a deux salariés qui m'ont saisi, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une seule affaire, mais en réalité, j'en ai eu deux. Et si je prends le temps de vous expliquer les deux affaires, c'est parce que vous allez voir que c'est très important pour ce qui va suivre. Bon, mais pour faciliter le récit, je vais aussi donner des prénoms à ces salariés. Donc le premier, on va dire qu'il s'appelle Damien, et le deuxième, qui était une femme, on va l'appeler Julie. Donc Julie et Damien et leurs collègues de travail vont se retrouver un peu avant les congés d'été, convoqués très solennellement au siège social de l'entreprise. Et ça, c'est un truc qui n'était jamais arrivé auparavant. Et c'est lors d'entretiens individuels que l'employeur va présenter le nouveau système de rémunération. Et c'est comme ça que l'employeur va prendre chaque salarié un par un dans son bureau et lui tenir le discours suivant. En gros, il va lui dire, bon écoute mon bonhomme, tu gagnes 3 000 € par mois en salaire fixe, c'est bien ça. Bon. Alors ce qu'on va faire, c'est que tes 3 000 € de fixe, on va les ramener à 1 500 € par mois. Si, si, non mais écoute jusqu'au bout, tu vas voir, ça va être super. Donc les 1 500 € manquants, maintenant on va te les verser sous forme de variables. Donc ça veut dire que ça va être des primes d'objectif. Donc si tu obtiens 100% de ton objectif, tu auras ces 1 500 € en complément. Alors oui, si tu n'atteins pas 100% des objectifs, bon là tu auras zéro, effectivement. Mais tu auras quand même tes 1 500 € de fixe. Ah, évidemment, vous comprenez que les salariés, quand on leur apprend ça, bah, ils sont pas du tout d'accord. Ils disent: «Non mais attends, moi ça me va pas du tout là, j'ai l'impression que c'est, pile tu gagnes et face je perds. En fait, je suis toujours perdant parce que au mieux, j'ai le même salaire que ce que j'ai aujourd'hui. Donc je vois vraiment pas l'intérêt, d'accepter ton truc». N'est-ce pas? C'est non. Oui, alors c'est vrai, mais alors ce qu'on t'a pas précisé, c'est qu'en fait, si tu n'acceptes pas ce nouveau mode de rémunération, bah, c'est très simple, tu dégages de l'entreprise. Non, mais vous êtes sérieux là? Alors ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'un employeur n'a absolument pas le droit de modifier unilatéralement la rémunération de ses salariés. Et pour ça, il est obligé d'obtenir un accord écrit des salariés qui acceptent cette modification de rémunération. Et c'est pour ça que dans les semaines et même les mois qui vont suivre, l'employeur va exercer une pression monumentale sur les salariés pour les forcer à signer des avenants qui modifient leur rémunération. Alors, il va multiplier les coups de pression en appelant les salariés plusieurs fois par jour par téléphone ou en les convoquant à de nouveaux entretiens, en renouvelant les menaces de licenciement à chaque fois. Il est où ton avenant signé? Oublie pas, parce que sinon tu sais ce qui va t'arriver, tu vas pas pouvoir rester. Mais c'est pas tout parce qu'il va utiliser un moyen encore plus efficace, c'est-à-dire que dès à compter du 1er juillet, l'employeur va appliquer d'autorité la nouvelle rémunération, alors que les salariés n'ont pas du tout signé leurs avenants. Alors disons-le, une telle pratique est totalement illégale. Mais du point de vue de l'employeur, c'était redoutablement efficace. D'une part parce que ça lui permettait d'asphyxier financièrement ses salariés en les privant de 50% de leurs revenus, et puis sur le plan psychologique, c'était une manière de les mettre devant le fait accompli, et le message implicite, c'était en quelque sorte, écoute, signe l'avenant, parce que de toute façon, la nouvelle rémunération, elle s'applique déjà, donc ça sert plus à rien de résister. Donc pour résumer, pression psychologique, menace de licenciement et application d'autorité de la nouvelle rémunération.
Voilà la stratégie qu'avait mis en place l'employeur et qui a concerné tous les salariés commerciaux. J'en viens maintenant donc aux spécificités qui concernaient mes clients. S'agissant de Damien, une particularité va se poser parce que l'employeur s'y est pris de manière très bizarre sur le plan juridique pour faire appliquer cette nouvelle rémunération. En fait, on s'attendait à ce qu'il soumette à la signature des salariés un seul et unique document qui aurait prévu article 1, votre salaire de 3 000 euros fixe par mois passe à 1 500 euros par mois, et article 2, vous pourrez toucher 1 500 euros sous forme de salaire variable sous réserve d'atteindre les objectifs qui vous sont assignés. Sauf que l'employeur va dans un premier temps soumettre à la signature de Damien un avenant qui concerne uniquement le salaire variable, qui ne parle absolument pas du salaire fixe. Donc on ne dit pas que le salaire de 3 000 euros fixe va être baissé, on n'en parle pas du tout. Et donc Damien me demande conseil et me demande s'il doit ou non signer l'avenant. Et dans la mesure où il est sous le coup quand même, comme tous les autres salariés, de menaces de licenciement, je lui dis, bah écoutez, au pire, gagnez du temps, signez ce document, en l'état, vous aurez le droit à vos 3 000 euros de fixe, plus éventuellement le salaire variable si vous atteignez vos objectifs. Donc là, avec ce que vous signez, votre salaire c'est au moins 3 000 et potentiellement 4 500 euros. Alors c'est certain que ça n'avait jamais été la volonté de l'employeur. Mais sur le plan juridique, il faut appliquer ce qui est signé. Et ce qui a été signé, c'était le contrat qui prévoyait 3 000 euros de rémunération par mois fixe, plus désormais l'avenant sur le variable qui prévoyait un bonus potentiellement de 1 500 euros par mois. Ah, comment je l'ai bien baisé! Et c'est seulement quelques semaines plus tard que l'employeur va enfin transmettre à ses salariés un projet d'avenant qui, cette fois-ci, prévoit la baisse du salaire fixe. Donc Damien revient me voir pour prendre conseil, et là, évidemment, je lui dis de ne surtout pas signer cet avenant, et que désormais, on n'a plus le choix, il faut saisir la justice, et c'est comme ça que j'ai procédé à une saisine en résiliation judiciaire du contrat de travail, en invoquant le harcèlement moral qu'exerçait l'employeur sur ses salariés et notamment sur Damien, mais également le fait que l'employeur, depuis plusieurs mois, ne versait plus la rémunération contractuelle, puisqu'il appliquait d'autorité la nouvelle rémunération réduite. Alors la procédure en justice, elle va pas du tout faire reculer l'employeur, ça lui fait absolument pas peur, il se comporte comme un cow-boy de toute façon depuis le début, et donc 2 mois après la saisine, il va carrément licencier Damien pour faute grave en invoquant des motifs absolument ridicules. J'en ai rien à foutre. Ouais. J'en viens maintenant au cas de Julie. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'à une exception près, que je vais préciser dans un instant, elle est rigoureusement dans la même situation que Damien. C'est-à-dire qu'ils occupent le même poste de travail, ils sont commerciaux, ils ont la même ancienneté, 5 ans, ils ont le même salaire, 3 000 euros fixes, et ils subissent exactement les mêmes pressions de la part de l'employeur qui veut les forcer à accepter cette nouvelle rémunération. La seule différence, c'est que Damien, il fait plus d'1 m 90, plus de 100 kilos, donc c'est un beau bébé, et donc vous ne le bloquez pas comme ça dans un entretien. Et surtout, vous ne le forcez pas à signer un document qu'il ne veut pas signer. Alors que Julie, bah, c'est une femme et de fait, durant un entretien, elle va se faire bloquer pendant 3 heures par ses supérieurs hiérarchiques qui vont multiplier les coups de pression psychologique et les intimidations et qui au final vont réussir à la faire craquer psychologiquement et vont réussir à lui extorquer sa signature qui va acter la baisse de son salaire fixe. J'aime pas trop les voleurs et les fils de... Évidemment, Julie va être traumatisée par cet entretien et dans les jours qui vont suivre, elle va être placée en arrêt maladie et sous antidépresseurs. Elle ne reviendra jamais travailler dans l'entreprise et au bout de quelques mois, elle finira par prendre acte de la rupture de son contrat de travail. En fait, elle rompt son contrat au tort de l'employeur et puis elle saisira par mon intermédiaire le conseil de prud'homme. Alors maintenant que vous connaissez les faits de l'affaire, il faut aussi que je vous explique toutes les preuves que j'avais à mon dossier. Et j'en avais une palanquée. Donc déjà, j'avais les écrits de Damien et Julie qui dénonçaient auprès de leur employeur les coups de pression psychologique et le harcèlement moral qu'ils subissaient. Mais c'est pas tout, parce que j'avais aussi pas mal d'attestations de collègues de travail qui avaient vécu la même chose, et donc qui dénonçaient les entretiens individuels où on leur mettait la pression pour signer l'avenant et où on les menaçait de licenciement. Mais j'avais aussi des écrits du syndicat CGT qui étaient intervenus également pour dénoncer la situation au sein de l'entreprise. L'inspection du travail également était intervenue et avait alerté l'employeur sur les situations de souffrance au travail qui résultaient des pressions psychologiques qui étaient faites sur les salariés.
Et puis, il y avait même un élément assez extraordinaire, c'est que lors d'une réunion de délégués du personnel, il y a un délégué qui avait eu la très très bonne idée de demander à l'employeur ce qui se passerait pour les salariés qui refuseraient de signer leurs avenants. Et donc, sous-entendu, qui refuseraient la nouvelle rémunération. Et l'employeur avait répondu, tranquille, sans sourciller, ah bah, pour ceux qui refusent de signer leurs avenants, nous devrons trouver des modes de rupture du contrat. Alors, moi, c'est ce que j'avais plaidé, hein, des modes de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, il n'y en a pas 150. En fait, il y en a qu'un et ça s'appelle le licenciement. Donc, quand l'employeur, en réunion de délégués du personnel, explique que pour ceux qui refusent de signer leurs avenants, il faudra trouver des modes de rupture du contrat, bon, c'est clairement des menaces de licenciement. Et il faut ajouter à toutes ces pièces que j'avais à mon dossier, une autre qui était déterminante et accablante pour l'employeur, c'est qu'en cours de procédure, j'avais réussi à obtenir l'attestation de l'ancien directeur régional, qui était parti entre-temps, et qui donc faisait partie à l'époque de la direction de l'entreprise et qui avait participé à forcer la signature des salariés pour leur faire accepter cette nouvelle rémunération. Et dans son attestation, il était très clair. Il disait simplement que tout le monde savait que cette nouvelle rémunération, elle était totalement obligatoire, sauf pour les récalcitrants à devoir quitter l'entreprise. Et là, donc, je le cite littéralement. Donc, vous comprenez que dans ce dossier, j'ai un employeur qui a baissé d'autorité la rémunération des salariés, et ça, pour le constater, il suffit de regarder les bulletins de salaire, donc c'est incontestable. J'ai ensuite tous les salariés concernés qui ont témoigné, attesté des pressions et des menaces de licenciement qu'ils ont subies pour les forcer à accepter cette nouvelle rémunération. Et j'ai même une attestation de l'ancien directeur régional qui a lui-même participé à arracher la signature des salariés. Bon, franchement, qu'est-ce qu'il faut de plus? Je peux vous dire qu'avec toutes ces pièces, mon dossier, il est en béton armé. Et c'est clair que si j'avais que des dossiers comme ça, en principe, mon métier serait facile. Et pas pourtant, vous allez voir que tout ne va pas se passer comme prévu, loin de là. Je commence par la procédure de Damien pour respecter l'ordre chronologique. Alors en première instance, l'audience de jugement déjà va être lunaire. Lunaire parce que la partie adverse, par la voix de son avocat, va purement et simplement insulter mon client. C'est-à-dire que l'avocat adverse va faire référence à un célèbre film d'Audiard et il va dire oui, bah, monsieur Damien, il ose tout et c'est même à ça qu'on le reconnaît. Alors si vous n'avez pas la référence, hein, ceux qui osent tout et c'est à ça qu'on les reconnaît, ce sont les cons. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et donc c'est pour ça que, évidemment, je vais intervenir en m'insurgeant et en disant, écoutez, monsieur le président, moi je ne peux pas accepter qu'on insulte mon client en pleine audience. Et je demande à la greffière d'acter au plumitif les paroles qui viennent d'être prononcées. Le plumitif, c'est le registre qui permet d'acter effectivement ce qui se dit à l'audience. Et le président, plutôt que d'abonder dans mon sens et de calmer les ardeurs de l'avocat adverse en disant bon, écoutez, maître, effectivement, ces propos ne sont pas acceptables, et bah, il va me crier dessus en me disant taisez-vous, maître, vous n'avez pas à intervenir. Non, non, laissez-le. Non, non. Bon, et là-dessus, évidemment, je vais rétorquer hein, en me disant écoutez, je coupe pas pour rendre pénible l'audience, je coupe simplement parce que c'est légitime à partir du moment où on insulte mon client. Et ça, c'est pas acceptable. Mais vous voyez déjà que le président d'audience n'est manifestement pas très impartial. Et de fait, la décision qui va être rendue bah, est assez décevante. Le Conseil de prud'homme va rejeter toutes les demandes de Damien relatives au harcèlement moral ou à la baisse d'autorité du salaire. Et il ne va lui donner raison que sur le licenciement pour faute grave en considérant que les griefs avancés par l'employeur ne sont pas sérieux. Alors pour la petite histoire, effectivement, hein, le grief, c'était que le salarié, Damien, avait, au cours d'un dîner entre collègues de travail au restaurant, en fin de soirée, fait une blague en disant à l'un de ses collègues de travail ouais, écoute, demain, viens pas me chercher avant midi, j'ai trop travaillé aujourd'hui. Sous-entendu, je ne vais pas travailler demain. Sauf que dans les faits, on démontrait, et l'employeur évidemment le savait, que le salarié, le lendemain matin, à 6 heures, il était déjà à son travail. Donc vraiment, c'est vous dire le ridicule des griefs qui avaient été invoqués. C'est une blague? Et en fait, le licenciement, c'était simplement la conséquence de ce que le salarié s'était obstiné à refuser de signer l'avenant qui baissait son salaire fixe. Finalement, l'employeur n'a fait que mettre à exécution les menaces de licenciement que je m'étais appliqué à démontrer dans le dossier, mais le Conseil de prud'homme, lui, avait considéré que ces menaces n'étaient pas établies.
En définitive, le montant total des indemnités obtenues s'établissait à peu près à 30 000 euros, à peine, mais c'est un dossier où on pouvait prétendre en principe à au moins 60 ou 70 000 euros. Donc il y avait une énorme déception et évidemment, on a décidé de faire appel. Alors en appel, j'ai repris le dossier de fond en comble. J'ai passé des heures et des heures à retravailler le dossier. J'étais hyper affûté. Et le jour de l'audience de plaidoirie, c'est pas compliqué, j'étais dans une forme extraordinaire et j'ai certainement fait l'une des meilleures plaidoiries de ma vie. Et je peux vous dire que du côté de l'avocat adverse, c'était plutôt tout l'inverse. Lui, ce jour-là, malheureusement pour lui, il n'était pas très en forme et franchement, je l'avais vu mieux plaider d'autres fois que ce jour-ci. Et bah, au final, j'aurais peut-être mieux fait de mal plaider le dossier parce que l'arrêt a simplement confirmé le jugement de première instance. Et alors, la motivation de la décision, elle est lunaire. Donc la Cour nous explique par exemple que les attestations des collègues de travail, bah, ça vaut pas preuve parce que ça ne concerne pas la situation personnelle de Damien. Évidemment, c'était des entretiens individuels, donc personne n'a assisté à ce qui a été dit aux collègues de travail. Mais comme tout le monde était placé dans la même situation, ce qu'a vécu l'un, l'autre l'a vécu également. Enfin, ça paraît évident. Pour ce qui concerne le courrier de l'inspection du travail, alors là, carrément, allons-y gaiement, on nous explique, bon non, l'inspecteur du travail n'a fait que reprendre les propos du salarié. Qu'est-ce qui lui permet de savoir que l'inspection du travail ne s'est appuyée que sur les propos de Damien? C'était d'ailleurs pas du tout ce que disait le courrier, hein. L'inspecteur du travail, il disait clairement, j'ai eu de nombreux échos, plusieurs salariés sont venus me voir. Ça, a priori, la Cour n'en a pas tenu compte. Et puis, il y avait l'attestation de l'ancien directeur régional, hein, qui, je vous le rappelle, disait explicitement que tout le monde savait que le nouveau mode de rémunération, il était obligatoire, sauf pour les récalcitrants à devoir quitter l'entreprise. Bon, bah ça, pour la Cour d'appel, on nous dit non, non, c'est une appréciation générale sur la méthode avec laquelle le système de rémunération a été mis en vigueur, mais non, non, ça n'a pas de valeur probante. Et puis le clou du spectacle, avec la fameuse réponse de l'employeur lors de la réunion des délégués du personnel, où à la question que se passe-t-il pour les personnes qui refusent de signer leurs avenants, l'employeur avait répondu nous devrons pour eux trouver des modes de rupture du contrat. Et bien pour la Cour d'appel, c'est pas une menace de licenciement. Pas du tout. Alors on ne sait pas ce que c'est, hein, elle nous dit rien. Donc peut-être que pour elle, c'était un échange tendu ou une divergence de point de vue, mais en tout cas, c'est pas une menace de licenciement. On croit rêver. Bref, franchement, il n'y a rien qui va dans cette décision et la déception, elle est encore plus grande qu'en première instance. Alors il faut digérer ce mauvais coup et puis bon, au bout de quelques jours, on se reprend et on décide avec Damien de former un pourvoi en cassation. Mais avant de vous expliquer ce qui s'est passé, je vais maintenant vous parler de la procédure concernant Julie. Concernant Julie, je vous rappelle qu'elle est dans la même situation que Damien. Mais contrairement à lui, elle a signé l'avenant sur la rémunération variable, mais aussi l'avenant qui actait la baisse de son salaire fixe. Cet avenant, Damien, lui, ne l'avait pas signé. Et c'est pour ça que le dossier de Julie, il est plus compliqué, parce que là, je suis obligé d'établir le harcèlement moral pour faire annuler l'avenant qu'elle a signé sur la baisse de son salaire fixe et pouvoir gagner le dossier. Et pour obtenir l'annulité de l'avenant, il y a deux moyens juridiques. Le premier moyen, c'est d'établir un vice du consentement, c'est-à-dire de démontrer que la signature de la salariée a été obtenue sous la contrainte et par la violence, physique ou psychologique. Et le deuxième moyen, c'est le harcèlement moral. Et là, il faut que je démontre que cette signature intervient dans un contexte de harcèlement moral de l'employeur sur la salariée. Si vous voulez plus d'explications sur le harcèlement moral, je vous renvoie à la vidéo dédiée que j'ai faite sur le sujet et que je mets en lien dans la description. Et si j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça, c'est parce qu'avant même de plaider le dossier, j'avais une intuition. Je sentais que l'un des conseillers prud'homaux allait me dire ah, écoutez maître, elle l'a signé l'avenant, donc je vois pas pourquoi vous nous enquiquinez avec votre dossier là. Et ça n'a pas loupé. En fait, j'ai plaidé pourtant pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, je leur ai bien expliqué, oui, Julie a signé l'avenant. Maintenant, elle a été victime de violences psychologiques, elle a été victime de harcèlement moral, et ça, ce sont des moyens juridiques qui entraînent la nullité d'un avenant. En gros, qui remettent en cause la signature de la salariée. Et évidemment, après, le conseil apprécie les pièces que je lui fournis, les arguments que je soumets au débat, il me donne raison ou non, mais il y a bien une appréciation à porter. Et malgré toutes ces explications, évidemment, ça n'a pas loupé. Il y a un des conseillers prud'homaux qui, me prenant pour un gros débile,
me dit: «Mais enfin maître, votre cliente, elle l'a signé l'avenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans votre dossier?» Alors, heureusement, hein, j'avais prévu le coup, donc j'avais prévu la réponse. Et donc, je lui ai dit: «Mais monsieur le conseiller, imaginez que je vous soumette là, maintenant, un document à signature et je vous intime l'ordre de signer ce document et je vous mets un revolver sur la tempe. Est-ce que vous croyez que votre signature est valable? Est-ce que vous croyez que le droit peut admettre un consentement donné dans de telles conditions?» Et là, malheureusement, il m'a fait la réponse que je redoutais. Il m'a dit: «Ben, on lui a pas mis un revolver sur la tempe». Bon, manifestement, il avait pas du tout envie de comprendre ce que je lui expliquais. Au final, le conseil de prud'homme s'est mis en partage de voix et ça veut dire que j'ai dû replaider le dossier en audience de départage. Donc là, c'est une formation où vous avez les 4 mêmes conseillers prud'homaux qui siègent, mais en plus, vous avez un magistrat professionnel qui vient statuer dans le dossier et l'audience s'est bien passée. Le jugement qui a été rendu était très satisfaisant puisque le harcèlement moral a été reconnu. Donc là, l'employeur a été très fortement condamné et on a donc obtenu une somme de l'ordre de 60 000 euros d'indemnité au total. Et du coup, forcément, bah, cette fois-ci, c'est l'employeur qui a fait appel. Et en appel, pas de chance pour l'employeur, on est tombé sur une magistrate extrêmement sérieuse qui avait très bien préparé son dossier. Et du coup, l'audience de plaidoirie s'est très bien passée pour moi, beaucoup moins bien pour l'employeur. Et au final, on a obtenu une décision très satisfaisante puisqu'on a obtenu près de 80 000 euros d'indemnité avec le harcèlement moral reconnu, avec les menaces de licenciement. Bref, une motivation qui était vraiment parfaite. Et on voyait vraiment qu'il y avait eu un travail très sérieux fait par le juge. Et vous comprenez que la décision de justice obtenue pour Julie était donc totalement contraire aux décisions de justice obtenues dans le dossier de Damien. Donc c'est pour ça que je me suis empressé de transmettre cet arrêt à l'avocat à la Cour de cassation dans la procédure de Damien pour pouvoir dire à la Cour de cassation: attendez, on a un problème là, parce qu'on a 2 cours d'appel qui ont statué dans les mêmes litiges et qui ont rendu 2 arrêts totalement opposés. Ça n'a strictement aucun sens. Alors évidemment, dans le dossier de Julie, cette fois-ci, c'est l'employeur qui a formé un pourvoi en cassation. Et donc du coup, on se retrouvait avec 2 arrêts de cour d'appel totalement opposés alors qu'elle jugeait des litiges identiques et qui se retrouvaient donc soumis à l'appréciation de la Cour de cassation qui allait devoir se dépatouiller avec ça. Et c'était très important parce que l'une des missions de la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction dans l'ordre judiciaire, c'est justement d'harmoniser les décisions de justice qui sont rendues par les cours d'appel et les tribunaux sur l'ensemble du territoire français. Et grosso modo, lorsqu'elle est saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation a 2 possibilités. Soit elle rejette le pourvoi en cassation, et cela signifie alors qu'elle valide la décision qui a été rendue par la Cour d'appel. Et dans ce cas-là, la procédure judiciaire est définitivement terminée. Soit, deuxième possibilité, elle accueille le pourvoi en cassation, et dans ce cas-là, elle va casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel et elle va donc renvoyer le dossier à une autre cour d'appel qui devra rejuger le dossier. Donc pour le redire autrement, si la Cour de cassation rejette le pourvoi, cela signifie qu'elle donne raison à la Cour d'appel. En revanche, si elle casse l'arrêt de la Cour d'appel, cela signifie qu'elle lui donne tort et donc le dossier devra être rejugé. Alors, à votre avis, qui a gagné au final? Damien ou Julie? Je suis sûr que vous n'allez pas me croire. Devant la Cour de cassation, il faut savoir qu'il y a une sorte de filtre qui permet de trier entre les bons dossiers qui méritent l'appréciation de la Cour de cassation et les mauvais dossiers qui manifestement sont pas de nature à entraîner une cassation et donc qui sont rejetés sans motivation. Bon, en gros, c'est des dossiers un peu nuls hein, en principe et on dit non, bah, ça vaut pas tripette, donc on va pas passer du temps là-dessus, hein, votre truc ça vaut rien, on rejette. Eh bien, figurez-vous que la Cour de cassation a réussi l'exploit de dire que le pourvoi en cassation formé par Damien manifestement n'était pas de nature à entraîner une cassation, donc c'est un mauvais dossier, et donc l'a rejeté sans aucune motivation. Et ça, alors même qu'on lui avait transmis l'arrêt de cour d'appel qui concernait Julie, et qui jugeait de manière totalement opposée, ça vous l'avez compris. Alors là, franchement, on n'en revenait pas. Surtout que, bah, après un rejet d'un pourvoi en cassation, ça y est, là, la procédure, elle est définitivement terminée, on ne peut plus rien faire. Mais c'était pas terminé pour Julie, et il y avait de quoi avoir un peu peur, parce que vu que dans le dossier de Damien, un arrêt totalement contraire avait été validé par la Cour de cassation,
bah, on pouvait quand même redouter que du coup, dans un souci d'harmonisation des décisions de justice, justement, la Cour de cassation casse du coup la décision concernant Julie. Et ben devinez ce qui s'est passé? Pas rien. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation de l'employeur, là encore en disant que manifestement ça n'était pas de nature à entraîner la cassation, donc rejet non motivé. Et donc en définitive, la Cour de cassation a validé expressément deux décisions de justice, deux arrêts de cour d'appel qui étaient totalement opposés alors qu'ils tranchaient rigoureusement le même litige. C'est juste incroyable. Alors évidemment, une issue comme ça n'est pas normale. Et je pense que si la Cour de cassation et la justice française en général disposaient des moyens dont elle a besoin pour fonctionner correctement, on n'en serait jamais arrivé là. Parce que c'est à cause des politiques d'austérité et de réduction des budgets que la Cour de cassation a au fil des années été amenée à trier de plus en plus les dossiers pour en écarter un maximum et ainsi gagner du temps. Mais ça, dans un état de droit qui se respecte, franchement, c'est pas admissible. D'un point de vue plus personnel, j'ai tiré beaucoup de leçons de cette affaire, qui, je vous le cache pas, m'est restée en travers de la gorge pour Damien, parce que je pense qu'il méritait beaucoup plus, et je pense que j'avais fait ce qu'il fallait pour qu'il obtienne beaucoup plus. Mais de manière plus générale, c'est aussi une leçon de vie. Vous devez toujours donner votre maximum, mais après, ce qui ne dépend pas de vous ne doit pas vous miner et vous devez toujours aller de l'avant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus et en attendant, prenez soin de vous.